À suivre dans ce journal, la situation que vivent les populations du quartier d'Ivo, situé dans la commune de Koumassi. Les populations ont pratiquement les pieds dans l'eau. L'évacuation des eaux de ruissellement mêlées aux eaux usées se fait difficilement avec la saison des pluies qui a débuté. La journée mondiale de la contraception, désormais inscrite sur l'agenda de la Côte d'Ivoire, 10e édition, mais c'est la première fois qu'elle est commémorée en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où seulement 18 femmes sur 100 ont recours à la contraception. Ce 26 septembre marque également un anniversaire, celui du naufrage du Joola au Sénégal. Dans la nuit du 26 septembre 2002, le géant transborder a sombré au large des côtes gambiennes. Bilan 1863 morts. Ce sera notre éphéméride aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La journée mondiale de la contraception inscrite désormais sur l'agenda de la Côte d'Ivoire. 10 éditions, mais c'est la première fois qu'elle est commémorée en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où seulement 18 femmes sur 100 ont recours à la contraception à travers notamment le stérilet, la pilule et le préservatif. Première célébration aujourd'hui, c'était ce matin dans la commune de Yopougon. La rentrée scolaire, elle est effective depuis le 13 septembre dernier. Certains parents sont encore à l'étape de l'achat des fournitures. Pour quelle librairie optent-ils en général? Librairie Parterre ou librairie moderne? On le saura dans ce reportage de David Soyo et Franck Coyot. 2016-2017 s'est faite le 13 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Après 3 mois de vacances, les élèves ont repris le chemin de l'école. Si le plus grand nombre d'élèves est au cours, certains traînent encore les pas. Ces enfants qui ne sont pas encore inscrits sont pour la plupart issus des familles démunies. Chaque année, quelques ONG et personnes de bonne volonté apportent assistance aux enfants démunis pour leur permettre de rejoindre leurs camarades. C'est le cas de l'ONG Centre Omega qui vient d'offrir des kits scolaires à plus de 200 enfants démunis. En leur donnant les fournitures scolaires, c'est comme vous apprenez à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson. Si vous aimez quelqu'un réellement, il faut préparer, il faut donner un avenir meilleur. Les bénéficiaires sont heureux. Ils sont conscients des défis à relever. Je suis heureux parce que j'ai reçu des kits. Ça va me permettre d'avoir mon entrée en 6e. L'ONG Centre Omega a pour but de soutenir les orphelins, les enfants vulnérables, les veuves et les personnes handicapées. Elle œuvre aussi pour l'insertion sociale des jeunes déscolarisés. Le reportage sur les librairies Parterre ou librairies modernes vous sera proposé ultérieurement. Il s'agissait plutôt d'un don de l'ONG Centre Omega, un don de kits scolaires à 200 enfants dont les parents sont démunis. En images, dans le milieu sportif, l'actualité, c'est le verdict dans le procès de l'international ivoirien Serge Aurier. Le défenseur du PSG a été condamné à 2 mois de prison ferme sans mandat de dépôt. Il était jugé pour violence sur la police, une altercation qui a eu lieu le 30 mai dernier à la sortie d'une boîte de nuit. Le footballeur devra s'acquitter de 2100 € au total, soit 1 407 000 francs CFA répartis en dommages et frais de justice. Ses avocats ont décidé de faire appel du jugement. Un autre procès, le verdict sur la destruction des mausolées de Tombouctou sera rendu demain 27 septembre à la Cour pénale internationale. Pour la première fois, un djihadiste présumé est jugé pour la destruction de 9 des mausolées et de la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya. À Tombouctou, les habitants se disent prêts à pardonner pourvu que justice soit faite. Cour pénale internationale. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé et exécuté la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Le verdict devrait être prononcé le 27 septembre prochain. Entre 9 et 11 ans de prison ont été requis contre celui qui dirigeait la brigade islamique des mœurs. Celui-ci a plaidé coupable et demandé pardon. C'est au-delà des peines qu'on pourrait infliger à Mohamed Nadi
on voit la dimension pédagogique, didactique. Il faut que le process serve à quelque chose. Il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre que on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Tombouctou retrouve progressivement son identité sous l'impulsion de l'UNESCO. Les mausolées ont été reconstruits l'an dernier et la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya vient tout juste d'être réinstallée. Les habitants, quant à eux, se disent prêts à pardonner. Parce que nous sommes des Coréens, on peut les pardonner. Pour que si on va les pardonner, si la paix vient, on va les pardonner. Je veux que la justice soit faite, c'est tout. Les défenseurs des droits de l'homme regrettent toutefois que les crimes sexuels n'aient pas été pris en compte. Même si le procès Ahmad Al-Faki Al-Mahdi sert d'exemple, certains déplorent que de nombreux criminels échappent toujours à la justice. On va s'intéresser à présent au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi. Les populations de ce quartier ont pratiquement, et c'est le cas de le dire, les pieds dans l'eau. 4 ans que ça dure. L'évacuation des eaux de ruissellement mêlées aux eaux usées se fait difficilement. Vous le verrez, c'est le calvaire avec la saison des pluies qui a débuté. Malika Koulibaly et Franck Kouadiou. Fatigué avec l'eau des cas. Aujourd'hui, maintenant, c'est débordé. Ça sort même dans nos maisons. Il faut qu'une solution soit trouvée séance tenante. Parce que ce quartier-là se meurt, cette cour-là se meurt, les gens de cet endroit se meurent. Réaction bien compréhensible. Voici l'état du quartier d'Ivo, à Koumassi, où vivent ces dames quand vient la saison des pluies. Des difficultés à se déplacer, mais pas que. Cette eau sale est une vraie menace pour la santé des habitants. Les conteneurs de la source ici se trouvent dans les eaux usées. Comment peut-on boire ça? Et depuis un certain moment, c'est la diarrhée, c'est les vomissements, c'est la fièvre typhoïde qui bat son plein. Un calvaire qui dure depuis 4 années. Interrogés sur les causes, les victimes accusent. La plupart des habitants de Sopim et 147 ont construit sur les égouts. Ce qui fait que la source ici n'arrive pas à travailler convenablement. On a fait appel à la mairie et tout, ils viennent, mais bon, il n'y a pas de suite. Tantôt les propriétaires de domicile, tantôt la SODECI, tantôt l'ONADA, l'Office national de l'assainissement et du drainage, quelquefois mis en cause et ayant eu écho de notre présence, le maire de Koumassi arrive sur les lieux. Ce n'est pas le travail qui relève des compétences de la mairie. Nous avons eu une séance de travail avec l'ONADA, la SODECI, au cours de laquelle nous avons recensé tous les quartiers où il y a eu des constructions. Et l'ONAD nous a promis de venir détruire ces constructions pour faire les travaux. Mais depuis, nous attendons. Visiblement, les cris de détresse des populations et notre présence font bouger les choses. On peut apercevoir le camion-citerne de l'ONAD qui fait son entrée dans le quartier. Les gens qui ont acquis les maisons de l'opération immobilière Sopim ont fait des extensions de leurs concessions. Et ces extensions-là ont emprisonné le réseau d'eau usée. Maintenant, en ce qui concerne la résolution en profondeur de ce problème-là, l'ONAD a déjà engagé une opération dans laquelle on envisage de libérer toute l'emprise du réseau qui est occupé. Et c'est une opération qui est prévue pour démarrer même la semaine prochaine. La fin du cauchemar, c'est peut-être à plus loin. Les populations disent avoir le regard tourné vers les autorités. Mais en attendant, on se déplace comme on peut et les plus chanceux restent ceux qui sortent les grands moyens. Au nord-est du Nigeria, les déplacés meurent de faim. Selon les Nations Unies, 4,5 millions de personnes souffrent d'un déficit alimentaire sévère. Le nord-est du Nigeria est l'épicentre, vous le savez, des violences de la secte Boko Haram. Soigné en urgence, Abdoulaye a bien failli mourir de faim. Pendant que les médecins le mettent sous perfusion, la mère de ce petit garçon de 2 ans, Hadiza, n'ose pas regarder la scène. Dans cette unité de soins intensifs installée à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, les équipes de MSF traitent les cas de malnutrition les plus graves. Victimes collatérales de l'insurrection islamiste de Boko Haram, les enfants arrivent chaque semaine plus nombreux, affamés et le regard vide. Plusieurs d'entre eux sont dans des états très graves. Ce sont des patients critiques et les maladies que nous voyons tous les jours dans cette unité de soins intensifs sont liées à la septicémie, à la pneumonie, au paludisme et à la diarrhée.
Depuis 7 ans, le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad. Près de 20 000 personnes sont mortes et plus de 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux. Selon les Nations Unies, la famine frappe 65 000 personnes. La dernière fois que nous avons eu de tels cas, c'est quand nous avons eu la guerre au Nigeria, quand les gens étaient bloqués derrière les lignes de front et immédiatement après la résolution de la crise, nous étions en mesure d'y accéder et nous avons vu des cas très très graves. Ici, dans le camp de Mouna, plus de 16 000 déplacés essaient de survivre. Les conditions d'hygiène sont précaires. Les équipes médicales se relaient pour diagnostiquer et soigner les plus affaiblis. Mais la situation est encore plus grave dans les zones isolées où les membres de Boko Haram mènent toujours des raids meurtriers malgré la reconquête de nombreux territoires par l'armée. En ce moment, plus de la moitié de la région est inaccessible. Donc il y a encore beaucoup de gens là-bas qui ont besoin d'aide. Pour endiguer la crise alimentaire qui touche 6 300 000 personnes à l'échelle régionale, 661 millions d'euros sont nécessaires. Le Nigeria, à lui seul, a besoin de plus de 400 millions d'euros. Une somme qui paraît bien difficile à atteindre alors que le pays entre en récession économique. Présidentielle aux États-Unis, la pression monte. La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump seront face à face. Les deux principaux candidats débattent pour la première fois aujourd'hui. Il y aura 3 débats en tout avant le scrutin prévu le 8 novembre prochain. Ami Koulibaly. Premier débat télévisé entre les deux candidats à la Maison-Blanche ce soir. Hillary Clinton et Donald Trump vont débattre lors d'une émission qui devrait être suivie par près de 90 millions de personnes aux États-Unis. Un tournant important dans cette campagne où l'écart entre les deux principaux protagonistes ne cesse de se resserrer. Le dernier sondage national donne 46% des intentions de vote pour Hillary Clinton et 44% pour Donald Trump dans un match à 4 incluant les deux autres candidats. Ce débat pourrait donner à l'un des deux candidats une longueur d'avance et lui permettre de remporter l'élection présidentielle du 8 novembre prochain. Et pour finir, pour votre éphéméride ce soir, nous irons au Sénégal. Nous sommes le 26 septembre. Il y a 14 ans, le Joola faisait naufrage au large des côtes gambiennes. Dans la nuit du 26 septembre 2002, le géant transborder qui reliait le sud à l'ouest a sombré. Bilan 1863 morts. Dans l'histoire des catastrophes civiles mondiales, le naufrage du Joola devance celui du Titanic. Le naufrage du Joola, c'était un 26 septembre de l'an 2002. Franck Quadio. 26 septembre 2002, le ferry sénégalais, le Joola, faisant naufrage, emporte environ 2000 vies. Retour sur la tragédie. Une des pires tragédies maritimes de l'histoire. Le jour du drame, à l'embarquement à Ziguinchor, l'affluence est forte, surtout que la ligne venait d'être réouverte. Les 550 tonnes réservées au fret sont dépassées, soit pratiquement 4 fois sa capacité d'accueil maximale de 552 personnes. Vers 23 heures, un orage survient. Il transforme le voyage en cauchemar. La foule de passagers cède à la panique et provoque le déséquilibre du navire. Puis, c'est le drame. L'alerte est donnée par des pêcheurs vers 7 heures et la Marine nationale n'arrive que le lendemain à 18 heures. Trop tard. Le bilan s'élèvera précisément à 1863 morts, 600 corps seront retrouvés, 64 personnes survivront. Mais le plus tragique reste aujourd'hui le deuil profond de familles de centaines de disparus. Le naufrage du Joola, c'était le 26 septembre 2002. Il y a 14 ans, le navire faisait naufrage au large des côtes gambiennes. C'était votre éphéméride. Voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.